Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui va être consacré à un sujet qui peut s'avérer parfois un petit peu épineux. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment gérer la succession des familles recomposées. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine, tout d'abord par Nathalie Cousigou-Suas, notaire à Paris. Bonjour Nathalie Cousigou-Suas. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous allons essayer de comprendre comment vous pouvez faciliter parfois la discussion dans des familles recomposées qui font face à un sujet de succession. Nous avons également le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Catherine Costa. Bonjour Catherine Costa. Bonjour. Bienvenue sur le plateau également. Vous êtes directrice de l'ingénierie patrimoniale de Mileis Banque Privée. On va essayer de comprendre ensemble comment donc aborder ce sujet de succession des familles recomposées. Déjà, Nathalie Cousigou-Suas, très rapidement, ça se passe toujours mal ? Alors, si je ne devrais pas le dire, mais quand on regarde dans nos dossiers de succession chez les notaires, allez, quand il y a un papa qui décède ou une maman et qu'il n'y a que des enfants communs, après le décès du premier, dans 95% des successions, ça se passe bien. En revanche, lorsqu'il y a un beau-père ou une belle-mère, dans 95% des successions, ça se passe pas bien, voire moins bien. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de le préparer en amont. Et puis si on n'a pas préparé en amont, le notaire il est là pour trouver une solution expliquée. S'il n'y a pas d'explication, en revanche, tout peut être bloqué. Et après, c'est le tribunal. D'où l'intérêt vraiment de bien réfléchir à ce qu'on veut faire. De bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Catherine Costa, c'est une partie de votre métier également, dans un contexte qui n'est pas évident, puisque la réglementation actuelle, les outils juridiques actuels sont pensés pour des familles qui ne sont pas recomposées. Alors on peut les utiliser, mais globalement on sent qu'on sort du cadre naturel. Alors je sens que vous n'êtes pas toutes les deux d'accord avec ce que je viens de dire. Alors on a quand même, il y a une évolution, parce qu'en 2001, le législateur a défini les droits d'un conjoint qui se retrouverait en présence de beaux enfants. D'accord. Ouais. Et si on ne fait rien, c'est le Code civil qui va nous dire le conjoint a droit à un quart en pleine propriété des biens. D'accord. Quel que soit le nombre d'enfants ? Quel que soit le nombre d'enfants. Alors, il peut avoir des limites à ce quart en pleine propriété, parce qu'il faut comprendre ce que ça sous-entend. Ça sous-entend, finalement, qu'il y a un quart du patrimoine du défunt qui change de branche familiale. D'accord. Et qui revient au conjoint qui n'est pas parent avec les enfants du défunt. Bien sûr, oui. Donc les enfants ne reverront jamais ce quart du patrimoine qui ira aux héritiers du beau-père ou de la belle-mère. Première difficulté. Deuxième difficulté, les personnes se retrouvent en indivision sur les biens, sauf à pouvoir faire un partage et à pouvoir attribuer des biens pour un quart au conjoint et le reste aux enfants. D'accord. Quand vous avez très peu d'actifs, ça peut être très compliqué. Oui, c'est vrai que parce que c'est très théorique le 3 quarts, 1 quart, mais effectivement dans les faits, la valeur est peut-être pas forcément si facile à découper. Oui, ça veut dire que vous vous retrouvez co-indivisaires, ça veut dire tous propriétaires d'un même bien pour des quotités différentes, c'est-à-dire qu'il va falloir se mettre d'accord pour gérer les biens. Et quand vous avez un peu de tension, comme le disait Madame, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, ce sont des décisions qu'il faut anticiper. Et pour anticiper, il faut regarder déjà dans la famille s'il y a au départ une bonne entente. D'accord. Qui ne signifie pas qu'il y aura une bonne entente au décès. Oui, et si déjà vous avez une mauvaise entente, vous êtes sûr que ça se passera mal. Et quels sont les objectifs Quelles sont les volontés du défunt ou de la défunte? Et vous avez, en fait, souvent, quelqu'un va dire, moi je vais avantager mon conjoint, mais je veux que mes enfants aient quand même leur quote-part. Et pourquoi ces situations sont complexifiées ? Parce qu'on a au final des intérêts qui divergent. Bien sûr. Et comment faire en sorte de satisfaire tout le monde ? Sachant qu'en tout état de cause, ce qu'il faut savoir, c'est que le conjoint survivant, si ils sont propriétaires de leur résidence principale, il a un droit viager de rester dans les lieux. Ça, c'est la grande innovation de la loi de 2001. En tout état de cause, on ne pourra pas, Dieu merci, j'ai envie de vous dire, chasser le conjoint survivant. Et donc, ce cas... C'est normal, il est propriétaire. Oui, mais sur l'autre fraction qui appartient à son conjoint, il ne l'est pas, cher Même s'il Nicolas. est en indivision avec les enfants. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est déjà une sécurité apportée par la loi, parce que l'augmentation des droits du conjoint, ça, du Code Napoléon, il avait droit à rien. Et petit à petit, il y a eu une augmentation exponentielle de ces droits qui s'est concrétisée en 2001. Donc, en 2001, le législateur, il a été conscient de ces familles recomposées. Il a dit, voilà, je fais quelque chose pour les familles où il n'y a que des enfants communs, et je prévois quelque chose pour les familles où il y a des enfants d'unions différentes. Et j'ai envie de vous dire, c'est très très bien ce qui a été fait
pour les familles où il n'y a que des enfants communs, mais pour les familles recomposées, le législateur savait ce qu'il faisait, mais il a coupé dans le vif. Donc, moralité, dans ces cas-là, il est préférable de faire du sur-mesure en allant voir son notaire. C'est ce qu'il faut savoir. Vous avez dû souvent entendre... Donc il y a plus d'outils, mais on n'est pas... C'est pas encore quelque chose... Ou en tout cas, peut-être que c'est pas à la loi de gérer ces situations qui sont peut-être à du cas par cas, finalement. Oui, mais il faut aussi que la loi prévoie dans le cas où la personne n'a rien décidé. Donc la loi, elle est là en garde-fou. Hein. En revanche, par testament... plus que par donation dernier vivant. Justement, on y arrive alors. On va continuer avec Catherine Costa, mais il existe des outils qui permettent effectivement d'anticiper au mieux. On a compris, vous nous l'avez toutes les deux dit, qu'il faut anticiper en premier lieu l'outil qu'on connaît tous, le testament. Est-ce qu'on peut dire dans son testament, dans ses dernières volontés, comment est-ce qu'on veut organiser sa succession et que ce soit respecté entre un conjoint ou une conjointe survivant. On rappelle qu'il faut être marié quand même pour que ce soit... Oui, bien sûr. Il faut être marié, c'est pas vrai. Le pacsé n'a pas du tout les mêmes droits. Et les enfants. Alors, les enfants, on sait qu'ils ont une part réservataire. Avec la particularité, quand des enfants se retrouvent avec un conjoint survivant, c'est que leur part réservataire peut être grevée de l'usufruit du conjoint. D'accord. C'est ce qu'on appelle la quotité spéciale entre époux. D'accord. Au maximum, le conjoint peut avoir soit la totalité en usufruit, on y reviendra dans 2 minutes, soit la quotité disponible, c'est une quote-part en pleine propriété qui va dépendre du nombre d'enfants, soit un quart en pleine propriété, 3 quarts en usufruit. Ça, c'est le maximum. Et vous avez des personnes, en fait, qui signent une donation entre époux de façon très générale, sans prévoir quelle quotité attribuer au conjoint et en laissant toute l'attitude au conjoint de prendre la décision. Les options que vous nous avez données, c'est ce qu'il faut marquer dans son testament, du coup. C'est le maximum qu'on peut laisser à un conjoint. Ouais. Et dans beaucoup de donations, et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas toujours ce qu'il faut faire, vous laissez le choix au conjoint de choisir une des quotités que j'ai décrites précédemment. Alors, je voulais revenir sur l'usufruit. Pourquoi ? L'usufruit, c'est la possibilité de jouir de l'ensemble des biens, s'ils sont loués, de percevoir les loyers, percevoir des dividendes, des coupons, si on a un portefeuille titre, sa vie durant. Quand vous avez un conjoint qui a pratiquement l'âge des enfants d'une première union, ça veut dire que les enfants qui ont quasiment l'âge du conjoint, au final, risquent de ne jamais rien avoir de leurs parents, et que ce soit plutôt leurs propres enfants qui, au final, vont hériter. Parce qu'ils en ont la nue propriété, mais ils ne récupéreront l'usufruit que le jour du décès. D'où ce sentiment de dépossession qu'on a parfois justement chez ces héritiers et qui nous disent tout à fait légitimement, mais je ne comprends pas, maître, pourtant la loi dit que nous sommes réservataires. Ils le sont, mais sur la seule nue propriété, parce que en fait, le conjoint survivant, il a un statut particulier. C'est la personne en droit auquel on peut donner ce qu'on appelle plus que tous les autres, une quotité disponible élargie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand le conjoint a l'usufruit de tout ou partie des biens, parce que comme dit Catherine, ça peut être toute la succession, eh ben, les nus propriétaires ne peuvent en aucun cas exiger la vente de la pleine propriété. C'est l'article 815-5 du Code civil. Du coup, ça veut dire que vous avez un conjoint qui peut dire, bah voilà, je vais continuer à y aller, je vais percevoir les revenus. Vous êtes certes sur le propriétaire, sur le papier. Le conjoint ne peut pas vendre sans l'accord des enfants. Mais j'ai envie de dire, moi, quand j'ai des enfants nus propriétaires qui me demandent, je leur dis souvent, mais accepter, quitte à négocier, pour avoir au moins votre part et éviter, comme dit Catherine, de peut-être ne jamais recevoir, puisque l'usufruit ne s'éteint qu'à l'extinction quand on vend. Donc effectivement, si vous avez un conjoint qui a le même âge, voire qui est plus jeune que les enfants d'une précédente union, ce qu'on voit souvent, sans vouloir faire de caricature, bah effectivement, ça veut dire qu'en théorie, ils n'auront pas ils ont hérité, mais ils n'appréhenderont matériellement les biens que c'est leurs enfants qui auront les biens. Mais je pousse le raisonnement un peu plus loin. On paye des droits de succession quand on hérite d'une nue propriété ? Alors le droit est quand même très bien fait, cher Nicolas, parce qu'en théorie, oui, normalement les droits sont exigibles dans les 6 mois du décès, sauf que l'administration fiscale, bonne fille, n'est pas folle. Il y a des articles qui vous permettent de demander un paiement différé, c'est-à-dire à ne payer les droits que dans les 6 mois de la reconstitution sur leur tête de la pleine propriété, concrètement, soit lorsqu'on vend, il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Non, vous savez, le droit fiscal est quand même relativement, surtout en matière de succession, relativement cohérent. Tout ce qui est enregistrement, même si on peut le critiquer, c'est quand même bien fait.
Catherine Costa, quand on regarde sur Internet ce que doivent faire beaucoup de familles recomposées qui font face à un sujet de succession, on voit souvent évoquer ce sujet de donation au dernier vivant. Qu'est-ce que ce mécanisme? C'est ce que vous venez de nous décrire? Oui, c'est la donation entre époux. Et pour aller plus loin par donation entre époux et plus par testament, il est possible aussi de décider ce qu'on veut vraiment donner ou laisser à un conjoint. Un conjoint, est-ce qu'il va avoir besoin de l'usufruit de la totalité de la succession? Peut-être pas. Peut-être que le conjoint a besoin d'un peu plus de revenus et peut-être qu'il peut être plus pertinent de lui laisser l'usufruit de certains biens, titre d'exemple, et pas des autres biens. C'est-à-dire que les enfants, là... On a cette granularité-là. Oui. On peut le décider. Mais cher Nicolas, c'est d'ailleurs ce qu'on conseille à nos clients qui ont un relatif patrimoine, parce que la plupart des gens, déjà, 40% des gens ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, d'autre part, et ceux qui sont propriétaires, ils n'ont pas grand-chose d'autre. Mais quelqu'un qui a un patrimoine assez étoffé, effectivement, vaut mieux faire du sur-mesure en disant, voilà, je donne le droit de rester à vie dans la maison, puis je donne l'usufruit de tel bien. En revanche, je veux que mes enfants appréhendent tout de suite tel bien. En plus, il y a ce sentiment que les enfants vont avoir l'appréhension des biens et vont avoir le sentiment d'hériter. Je rajoute une complexité. Si vous avez des enfants d'un premier mariage et des enfants avec le conjoint survivant, comment est-ce qu'on gère cette situation, Catherine Costa? C'est pareil. C'est pareil. Dans la mesure où vous avez un conjoint qui se retrouve avec des enfants d'une première union, on se retrouve dans la situation qu'on a décrite, qui est des enfants communs ou qui n'en est pas. Le conjoint, vous avez un enfant qui est issu d'un précédent mariage, une union libre d'ailleurs, qui se retrouve avec un conjoint, de toute façon, on sera dans les situations qu'on vient d'évoquer. Et moi, je veux vraiment accentuer encore sur le sur-mesure, parce que les choses sont faites souvent un peu trop mécaniquement. D'accord. On s'est protégé, on a fait une donation entre époux, mais souvent, on n'est pas allé assez loin. Alors, soit parce que certains professionnels l'expliquent peut-être pas assez, soit parce qu'on s'en préoccupe pas suffisamment. Mais parce que ça suppose d'avoir une discussion. Parce que le patrimoine ne le permet pas. Ou le patrimoine ne le permet pas. Parce que la majorité, la grande majorité des Français, effectivement, quand il y a une résidence principale et quelques comptes... oui, donc mécaniquement, il va falloir diviser la valeur de la résidence principale. Voilà, c'est-à-dire que du coup, on laisse la jouissance au conjoint. Puis vous avez aussi cette problématique que, justement, lorsqu'il y a des enfants de la seconde union, que se passe-t-il? Souvent, ces enfants, ils sont encore jeunes, puisque par définition, on les a eus après une première union. Donc la problématique de la personne qui vient vous consulter, c'est de vous dire, mes enfants d'une première union, je les aime beaucoup, ils ont 30-40 ans, ils sont déjà dans la vie active. Ceux qui sont là aujourd'hui, moi j'ai 55 ans, 60 ans, ils ont 10-12 ans. D'où ça m'inquiète effectivement si je viens à se décéder, je considère qu'ils ont plus besoin. D'où tout ça, c'est du sur-mesure, mais la loi le permet. Ce qu'il faut, effectivement, c'est comme dit Catherine, c'est le faire d'une façon mesurée et intelligente. Et puis surtout dans les testaments, si vous ne pouvez pas faire autrement, si vous favorisez peut-être ceux qui vous semblent une branche, expliquez-le. Moi, je trouve que c'est très bien dans un testament, sans vouloir faire une plume à la on l'explique dans le testament. D'expliquer pourquoi on a voulu faire ça. Moi, je m'aperçois, lorsqu'on ouvre malheureusement des testaments de nos clients, lorsque ça est explicité, vulgairement parlant, le choc est moins rude, en disant « Ah oui, je comprends, ça ne me satisfait pas, mais je comprends ce qu'il a voulu faire et je l'admets ». Voilà, donc ça, c'est important aussi pour la paix des familles. Pour conclure, ou en tout cas essayer de donner quelques lignes directrices, Catherine Costa, globalement, si je veux faire du sur-mesure et me préparer au maximum, je commence par quoi? Par rédiger un testament, finalement, c'est ça? Alors, je commence déjà par discuter avec les professionnels du patrimoine. D'accord, pas avec mon conjoint ou ma conjointe, avec les professionnels du patrimoine. Pourquoi pas aussi, avec son conjoint et sa conjointe, et ses enfants. Si, la situation idéale, c'est un professionnel qui peut réunir autour d'une même table l'ensemble de la famille, c'est pas toujours possible, justement pour expliquer la situation. Et puis, vous pouvez avoir aussi d'autres outils qui, quelquefois, permettent un peu de rééquilibrer, surtout pour ce sentiment de ne pas se sentir dépossédé. Vous avez l'assurance vie, par exemple, qui peut permettre de donner une certaine somme d'argent à ses enfants. Bien sûr. Bien évidemment, quand vous avez la possibilité d'avoir le patrimoine. Quand vous avez le patrimoine. C'est vrai que je suis plutôt en contact avec des personnes qui ont plutôt un patrimoine conséquent, où il est plus facile d'organiser. C'est beaucoup plus compliqué quand effectivement vous avez des actifs moindres. Après, vous avez énormément d'outils quand même. Le législateur, au fil du temps,
a tenu compte de l'ensemble de ces situations. Vous avez ce qu'on appelle le legs graduel et résiduel. On laisse au conjoint un bien, charge pour lui. De le transmettre ensuite. De le transmettre si c'est un legs graduel ou ce qu'il en reste si c'est un legs résiduel, sachant que la personne, le deuxième légataire, qui souvent est l'enfant d'une première union, par exemple, est tenu à avoir reçu ce bien de son propre parent. C'est-à-dire se rattaxer selon le barème parent-enfant et pas comme s'il avait reçu le bien de son beau-père ou de sa belle-mère. On va devoir s'arrêter ici, mais effectivement, il était important de mentionner le legs graduel également. Merci beaucoup Catherine Costa, directrice de l'ingénierie patrimoniale de Milleis Banque Privée. Merci Nathalie Cousy-Goussias, notaire à Paris. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.